Chers téléspectateurs d'Africab Télévision, bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle émission Parlons droit. Nous avons le plaisir et le privilège d'être aujourd'hui avec Maître Boubou Keïta. Maître, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue et merci d'avoir accepté l'invitation. Merci. Maître Boubou Keïta est avocat collaborateur. Il est avocat au barreau de Paris. Il a travaillé avec le cabinet Luçon à Paris. Il est docteur en droit privé de l'Université Paris 1 Sorbonne. Il a été enseignant à Paris 13 de 2013 à 2017. Il est enseignant à la FSJPB depuis 2016 également. Il est aussi secrétaire général de l'Association pour l'efficacité de la justice et de l'équité dans l'espace OHADA, AEJD. Maître, bienvenue. Merci beaucoup. Merci de m'avoir invité sur ce plateau. Plaisir partagé. Nous allons nous entretenir aujourd'hui sur le sujet embargo et contre-mesures financières. Que dit les lois? Donc déjà, peut-être dans un premier temps, si vous pouvez nous expliquer qu'est-ce qu'un embargo et qu'est-ce que les contre-mesures financières? Merci, monsieur, de m'avoir invité sur ce plateau pour parler de l'actualité brûlante, parce que c'est des mesures qui ont été décidées il y a quelques jours par la CEDEAO à l'égard de notre pays et qui font aujourd'hui l'objet de beaucoup de discussions, de beaucoup de controverses. Donc avant de commencer mon intervention, je salue au passage tous les téléspectateurs de la chaîne du continent. J'ai aussi une pensée particulière pour mon pays, donc qui traverse une période assez difficile. On est au rendez-vous de l'histoire et donc j'espère que tout sera fait pour que le pays puisse rapidement retrouver la stabilité et la paix. Alors donc là, votre question porte sur l'embargo. Donc l'embargo est une notion juridique et lorsqu'on regarde un peu le vocabulaire juridique qui est notre référence, nous avons deux définitions. Donc une première définition qu'on va rapidement écarter puisqu'elle ne nous concerne pas ici. On parle de la défense faite par un État au navire étranger de quitter son territoire. Donc un État peut décider que tous les navires étrangers ne quittent pas le territoire, enfin, les ports en question. Donc là, c'est l'embargo. Ce n'est pas ce qui nous concerne ici, c'est plutôt la seconde définition qui nous concerne. Alors que dit cette seconde définition? Elle nous dit que l'embargo est une sanction. Alors une sanction d'une nature particulière, donc décidée par un État ou l'organisation internationale à l'encontre d'un État. Et pour quelle raison? Pour manquement par cet État à ses obligations. Comme on le sait aujourd'hui, nous sommes dans un monde globalisé, donc les États ont conclu des engagements, ont conclu des accords, des engagements, et chaque État doit les respecter. Et lorsqu'on ne les respecte pas, on peut faire l'objet de sanctions. Alors quel type de sanctions? L'embargo consiste principalement à suspendre ou à interrompre les relations économiques avec un État. Donc l'objectif, c'est de mettre une pression sur l'État, donc d'asphyxier l'économie de cet État. Donc c'est un peu ça l'embargo. D'accord. On sait qu'on a aussi des notions assez proches, c'est-à-dire qu'on nous parle de blocus, de boycott. Est-ce que vous avez, ou de manière vraiment sommaire et résumée, quelques éléments de définition aussi par rapport à ces termes-là qu'on puisse faire le distinguo? Alors ces notions rentrent dans la même catégorie que l'embargo. C'est-à-dire qu'elles ont en commun l'imposition de sanctions économiques à un État par ses pairs. Donc c'est à peu près la même chose. Donc on est dans la même réalité. C'est des mesures qui relèvent du droit international public et qui consistent à mettre de la pression sur un État afin de l'amener à prendre des décisions. Donc embargo, blocus ou encore boycott renvoient à peu près à la même réalité. Maintenant, les sanctions, les contre-mesures financières constituent une notion un peu particulière, puisque ici, ce sont les avoirs de l'État qui sont gérés. Par rapport, par exemple, à l'embargo, qui est une mesure latérale et pas bilatérale, c'est-à-dire que c'est un État qui prend des sanctions contre un autre ou une organisation. Les contre-mesures financières, c'est plus des sanctions aussi économiques, hein, mais qui ont attrait peut-être aux avoirs de l'État qui peuvent se trouver dans tel ou tel endroit. Tout à fait. Donc, ce sont les avoirs de l'État qui sont concernés, mais aussi il s'agit de suspendre toute aide financière à l'État. D'accord. Donc, c'est pourquoi ces notions-là rentrent dans la même catégorie, à savoir des sanctions
prises par un État ou un groupement d'États à l'encontre d'un État. Donc, qu'est-ce qu'on doit comprendre? Quand on prend par exemple le cas précis du Mali, on sait que le 20 août, la CEDEAO a pris des sanctions, y compris un embargo. Donc, si déjà, par rapport au dispositif légal, vous pouvez nous dire qu'est-ce que prévoient nos textes, pour parler simplement, et éventuellement peut-être qu'est-ce que prévoient les textes de la CEDEAO? Est-ce que c'est dans leur prérogative ou pas? Est-ce qu'ils ont le droit d'imposer ce type de sanctions sur un État membre ou pas? C'est des questions que tout le monde se pose et actuellement ça fait pas mal de débats. Tout à fait, effectivement. Donc c'est des questions qui, je l'ai dit, sont au cœur de l'actualité brûlante. Donc depuis quelques jours, on parle beaucoup d'embargo, de mesures financières. Alors il s'agit pour moi de rappeler un peu le cadre juridique que prévoient les textes. Alors le temps ne nous permet pas de revenir sur tout ce qui existe en la matière. Nous allons nous contenter des textes de l'ONU et de la CEDEAO. Donc commençons d'abord par l'ONU. Nous avons la Charte des Nations Unies, qui est un document contenant un certain nombre de principes que les États se sont engagés à respecter. Et lorsqu'on regarde cette charte, on a un article 41 qui nous intéresse. Cet article prévoit, dans l'hypothèse où la sécurité et la paix sont menacées par un État, la possibilité pour le Conseil de sécurité de l'ONU d'inviter tous les États membres de l'ONU à prendre des sanctions à l'égard de cet État. Et parmi ces sanctions, on parle de l'interruption complète ou partielle des relations économiques. Donc ici, c'est l'embargo qui est visé. Donc tous les États membres vont prendre des mesures à l'égard de l'État en question. Donc là, c'est ce qui existe au niveau des Nations Unies. Et c'est une mesure qui est fréquemment mise en application contre des États qui ne coopèrent pas avec par exemple, le cas de la Russie, l'Iran, l'Iran, etc. Tout à fait. Et alors, pour la CEDEAO? Donc, revenons à la CEDEAO qui nous concerne directement. Alors, au niveau de la CEDEAO, nous avons plusieurs textes. Je relève deux principaux textes, puisque le temps ne nous permet pas de parler de tout. Et lorsque vous regardez le communiqué de la CEDEAO du 20 août 2020, c'est le protocole sur la démocratie et la bonne gouvernance qui est visé. Donc la CEDEAO, on sait que repose sur un certain nombre de principes, des principes dont notamment la démocratie, la bonne gouvernance, le développement économique, donc que les États se sont engagés à respecter. Donc lorsqu'un État ne respecte pas ses engagements, et donc par exemple il y a un coup d'État, donc c'est une mesure, c'est la rupture de la démocratie par des voies anticonstitutionnelles. Donc dans ce cas, la CEDEAO peut prendre des sanctions. Et ces sanctions sont énumérées à l'article 45 du protocole sur la démocratie. Voilà. Et donc, ce texte prévoit trois principales sanctions. Il prévoit dans un premier temps le refus de la CEDEAO de soutenir les candidatures proposées par cet État aux instances internationales. Par exemple, le Mali présente une candidature à un poste de l'ONU ou de l'Union africaine. La CEDEAO peut refuser de soutenir cette candidature. Il y a une deuxième mesure, donc la CEDEAO peut décider de ne pas faire de tenir de réunions dans le territoire, sur le territoire de l'État en question. Donc par exemple, si on sanctionne le Mali, il n'y aura pas de réunions sur le territoire malien, par exemple. Donc là, c'est une sanction qui est prévue. Et la troisième sanction, donc, c'est celle qui a été effectivement mise en œuvre. Donc c'est la suspension de l'État membre de toutes les instances de la CEDEAO. Oui, mais excusez-moi, là, il y a un problème qui persiste. Sur ces trois axes que vous venez de nous donner, même si le Mali est suspendu éventuellement de toutes les instances, ça ne nous explique pas s'ils ont le droit de faire un embargo à proprement dit. Parce que là, ce ne sont pas des sanctions financières qui s'appliquent sur l'État. Donc, qu'est-ce qu'on doit comprendre? Parce que si on regarde on essaie de comprendre de plus près, ça veut dire que lorsqu'un président, même en exercice de la CEDEAO, fait une déclaration, elle ne peut pas être appliquée ex cathedra. Il faut forcément que ça soit sous-tendu par une base légale. Et si on prend effectivement l'article 45 du protocole additionnel de 2001, les différents éléments que vous venez de donner, on ne parle pas à proprement dit d'une sanction financière qui peut se traduire par un embargo ou par un blocus. Tout à fait. J'allais y venir parce que là, c'est le premier texte. D'accord. Nous avons un second texte, c'est l'acte additionnel sur les sanctions en cas de manquement par les États à leurs obligations. Okay. Donc, c'est un texte qui a été adopté en 2012 et qui dresse une liste de sanctions.
Alors, parmi ces sanctions, nous avons le gel des avoirs financiers. Donc, par exemple, les fonds de l'État malien peuvent être gelés ou bloqués. Donc, l'État n'aura pas la disposition, en tout cas, de ces fonds-là. C'est ce que vous définissiez par contre-mesure financière tout à l'heure. Oui, effectivement. Donc, c'est une mesure qui peut frapper tant un État, mais aussi les responsables de l'État. Par exemple, aujourd'hui, les putschistes peuvent faire l'objet, en tout cas s'ils ont des revenus, ces revenus peuvent faire l'objet de gel. Voilà, il peut y avoir un gel des avoirs de ces personnes-là. On a une autre mesure, c'est l'embargo sur les armes. L'embargo sur les armes à destination de l'État membre concerné. Et donc c'est ce type d'embargo que j'ai vu en tout cas dans ce texte, pas un embargo sur les vivres, voilà, comme c'est le cas aujourd'hui. Effectivement, comme en tout cas dans ce texte sur les sanctions, ce n'est pas prévu. Sauf s'il existe un autre texte de la CEDEAO qui le prévoit. Et d'ailleurs, lorsque vous regardez le communiqué de la CEDEAO, l'acte additionnel n'est pas visé. Seul le protocole sur la démocratie et la bonne gouvernance est visé. Donc ce qui fait que la décision, en tout cas, on peut considérer que juridiquement, ça pose un problème. Elle a quelques failles, quoi. Tout à fait, elle a quelques failles. Et surtout j'ai relevé un autre texte de la CEDEAO. Donc, c'est le protocole de la CEDEAO relatif aux mécanismes de prévention, de gestion et de règlement des conflits. Donc, c'est un texte... ce qui nous intéresse ici, c'est l'article 43. Donc, qu'est-ce que dit cet article 43? Il nous dit que dans les zones où sévit un conflit, donc où règne une paix relative, la priorité doit être accordée à la mise en œuvre d'une politique visant à réduire toute dégradation des conditions sociales et économiques. Donc je reprends le texte. Donc dans les zones où sévit une paix relative, la priorité doit être accordée à la mise en œuvre d'une politique visant à réduire toute dégradation des conditions sociales et économiques. Donc si je comprends bien, non seulement, normalement, la CEDEAO, en tout cas en l'état des textes que vous avez vus, n'a pas le droit de prendre des sanctions qui concernent, par exemple, un embargo sur des denrées. Ils peuvent le faire peut-être sur des armes, mais en plus de ça, ils doivent même aider les populations pour que leurs conditions de vie ne soient pas dégradées, si j'ai bien compris. Tout à fait, parce que c'est vrai que lorsqu'on lit le communiqué de la CEDEAO, on a l'impression que la CEDEAO, en tout cas, n'a pas regardé un instant de raison ce texte-là, qui est pourtant un texte écrit par la CEDEAO. Donc c'est peut-être une décision plus politique que juridique. Alors, on peut se poser la question aujourd'hui, et je crois qu'au Mali, les Maliens considèrent qu'il s'agit d'une décision plus politique et juridique, une décision destinée à protéger les intérêts particuliers de certains chefs d'État. Mais moi, en tout cas, juridiquement, je pense que cet article 43 aurait dû conduire la CEDEAO à faire preuve de clémence à l'égard du Mali, puisqu'il nous dit que il s'agit d'une politique qui doit... Et il s'agit d'éviter la dégradation des conditions économiques et sociales. Alors, on sait que le Mali, depuis 2012, est dans une situation particulièrement difficile. Il y a eu une crise sécuritaire et à laquelle s'est ajoutée une crise socio-politique. Et la Covid-19 est passée par là, donc on est encore confronté à cette pandémie qui a considérablement affecté nos économies. Et donc, dans ce contexte très particulier, je pense que est très difficile. La CEDEAO aurait dû en tout cas faire preuve de clémence à l'égard du peuple malien, parce qu'aujourd'hui, décider l'embargo tel qu'elle l'a fait aujourd'hui revient en tout cas à la faillite prochaine du Mali. Donc espérons que la CEDEAO... Qu'il ne soit pas trop tard. Oui, il faut que la CEDEAO lève rapidement ces mesures. Parce qu'on sait aussi par ailleurs que la CEDEAO a aussi aidé le Mali à travers l'ECOMOG. Et quand on dit la CEDEAO a aidé le Mali, on peut dire aussi le Mali a aidé le Mali, parce que le Mali c'est aussi la CEDEAO et la CEDEAO c'est aussi le Mali. Est-ce qu'il y a possibilité, c'est-à-dire que est-ce qu'on a une instance auprès de laquelle, par exemple, les communautés nationales peuvent s'adresser via une requête ou un document pour demander à ce que on soit rétabli dans nos droits, parce que statutairement et par rapport aux textes qui sont là aujourd'hui, normalement ces mesures ne doivent pas prévaloir. Est-ce qu'il y a une possibilité, un mécanisme qui permet de saisir une autorité au niveau africain? Alors aujourd'hui, au niveau de la CEDEAO, parmi les organes, nous avons la Cour de justice. D'accord. Donc la Cour de justice qui est l'organe compétent pour
connaître des recours contre les actes et décisions en tout cas de la CEDEAO. Mais malheureusement, s'agissant des sanctions prononcées par la conférence des chefs d'État, il n'y a pas possibilité d'aller devant la Cour de justice, donc il n'y a pas de recours. Aujourd'hui, c'est par la voie de la diplomatie qu'on pourra régler la question malienne. Et donc pour ce faire, il faut l'union sacrée. Il faut que les Maliens parviennent à s'unir pour parler un même langage. Donc sensiblement que la CEDEAO pourra nous entendre, mais il est important aussi que les militaires mettent en place les conditions nécessaires au retour à l'ordre constitutionnel. Et la CEDEAO, dans son communiqué du 20 août, a prévu de se réunir la semaine prochaine, donc pour réexaminer la situation du Mali. Et donc si les négociations en cours évoluent, la CEDEAO pourrait être amenée à revoir sa copie. D'accord. Et si on regarde du point de vue de la population, quels peuvent être les effets, quelles peuvent être les conséquences sur la vie de tous les jours? Parce que là, bon, ça a commencé depuis quelques jours. Peut-être qu'on ne prend pas la pleine mesure, mais si cet embargo est maintenu pendant un bon moment, sachant que le Mali est un pays qui a 7 frontières et qui est carrément au milieu, donc c'est vraiment un carrefour, comment économiquement le pays va pouvoir tenir? Alors effectivement, c'est une question très intéressante et je crois que on voit déjà les conséquences de l'embargo. Le vendredi, par exemple, j'ai été dans une agence bancaire et d'habitude, il y a un monde très important au niveau des guichets. Et donc, arrivé, je n'ai vu personne au niveau des guichets. Et donc, j'ai posé la question à la directrice de l'agence. J'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe? Elle m'a dit, mais c'est l'embargo. Donc, les gens n'ont plus d'argent, il n'y a plus de transactions. Et j'ai été pour effectuer un virement, effectivement. Donc, tous les virements aujourd'hui, en tout cas, tous les flux financiers vers l'étranger sont aujourd'hui suspendus. Et la conséquence, surtout pour les populations, c'est l'augmentation du coût de la vie. Donc le consommateur va devoir payer plus cher, ce qui coûtait en tout cas un prix raisonnable. Et aujourd'hui, nous sommes dans un pays, un pays enclavé. Et donc nous dépendons largement de nos frontières, donc des pays voisins. Et donc si ces pays décident de fermer leurs frontières, notre pays pourrait difficilement tenir pendant longtemps dans cette situation. Donc aujourd'hui, il appartient aux Maliens en tout cas de parler un même langage pour que la CEDEAO puisse l'entendre. Et il appartient aux militaires et à toutes les forces vives de la nation de s'impliquer pour que les conditions d'un retour à l'ordre constitutionnel puissent se créer le plus rapidement possible et que la CEDEAO lève ces sanctions qui sont aujourd'hui très contraignantes et très difficiles pour à la fois les Mali, mais également pour les pays membres de la CEDEAO, puisque ces pays aussi dépendent dans une certaine mesure du Mali. Et hier, les professionnels du bétail et de la viande ont publié un communiqué invitant tous les acteurs maliens à ne pas commercialiser avec les pays membres de la CEDEAO. Donc c'est une mesure qui va aussi frapper certains pays de la CEDEAO, dont notamment la Côte d'Ivoire et le Sénégal. Je crois que les Sénégalais, en tout cas, ont, dans le cadre de l'appréciation du cas du Mali, fait preuve d'indulgence, de compréhension et ont décidé, en tout cas, le président sénégalais a proposé que certains produits ne soient pas concernés par l'embargo, puisque c'est le suicide du Mali, en tout cas, que la CEDEAO, en tout cas, a prévu à travers ces mesures-là. Mais poursuivant, on sait également, parce que vous en avez parlé dans vos propos liminaires, qu'il y a la Charte des Nations Unies et les embargos, les blocus, les contre-mesures financières sont des mécanismes qui sont prévus. Et au niveau de la Charte des Nations Unies, si le Mali considère que ces mesures qui sont prises contre elle ne sont pas légales, est-ce qu'il y a possibilité peut-être à ce moment-là de saisir les Nations Unies et de demander une assistance dans ce cadre-là? Ça, c'est la première question. Et la deuxième question, j'ai envie de dire, comme on dit, parce qu'on dit à tout malheur quelque chose est bon, est-ce que ce n'est pas une bonne chose, mais vraiment dans une moindre mesure, parce que la population se rendra compte qu'il faut qu'on investisse plus dans le local, dans le développer local, le consommer local, c'est-à-dire qu'on développe des économies qui font qu'on ne dépend pas des autres et qui justement font que peut-être que les autres ont plus besoin de nous que nous avons besoin d'eux. Tout à fait, effectivement, il s'agit de deux questions pertinentes. Donc, s'agissant de l'ONU, l'ONU a publié, je crois, le 20, je crois que c'était le même jour que la CEDEAO, un communiqué dans lequel
elle conforte la position de la CEDEAO. Donc l'ONU a apporté son soutien à la CEDEAO, puisque c'est elle qui est en tout cas proche du Mali, donc c'est la communauté à laquelle le Mali appartient. Et donc aujourd'hui, c'est difficile en tout cas pour le Mali d'aller contester les mesures adoptées par la CEDEAO devant l'ONU qui est régie par des textes qui lui sont propres. Et surtout, l'ONU a affirmé une position, en tout cas, qui va dans le sens de ce que la CEDEAO a décidé. Mais ces mesures-là, parce que bon, il y a beaucoup de nous qui sommes des profanes. Oui. Ces mesures, comment elles sont prises concrètement? C'est-à-dire que quand on dit que la CEDEAO a pris cette mesure-là, dans cette assemblée qui réunit les chefs d'État, comment ça se passe? Ça se passe à la majorité? C'est le président en exercice de la CEDEAO qui impose des sanctions? Comment ça se passe? Alors ici, donc, il s'agit d'une instance collégiale. Donc ces États-là se réunissent et donc essaient de discuter d'une question. Donc la CEDEAO a une jurisprudence bien établie en matière de coup d'État. Donc lorsqu'il y a un coup d'État, donc la tradition de la CEDEAO, c'est de prendre un certain nombre de sanctions. Et donc tous les États vont bien évidemment, tous les États sont conscients de ce principe-là. Et donc, mais il peut y avoir quelques divergences. Par exemple, bon, je crois que ces divergences ont été relevées par la presse. Tous les États étaient sur la même ligne, sauf sur quelques aspects. C'est-à-dire que sur le principe de sanction, il n'y a pas de difficulté. Donc les États sont unanimes sur le fait de sanctionner le Mali. Mais qu'en est-il des modalités? Et donc c'est sur les modalités qu'il y a eu des divergences. Les types de sanctions. Voilà. Donc effectivement, notamment certains pays, en tout cas comme le Sénégal, ont estimé que tous les produits ne devaient pas être concernés par la sanction, donc l'embargo, et donc les États ont finalement eu une position intermédiaire. Parce que c'est la diplomatie, donc on essaye de se mettre d'accord sur quelque chose, adopter une décision qui respecte les positions des uns et des autres. Donc finalement, on a sanctionné le Mali, mais on a tenu aussi compte des réserves faites par certains États, notamment s'agissant des produits de première nécessité, l'électricité ou encore d'autres produits, notamment les produits médicaux. Voilà, les denrées alimentaires, les produits médicaux. D'accord. Maintenant, comme on arrive presque à terme, je voudrais que vous nous donniez peut-être une maxime qui vous marque et qui vous a marqué, que vous fassiez un vœu pour le Mali et pour les Maliens, et juste au préalable que vous nous donnez peut-être votre mot de conclusion par rapport à cette situation. Quelles peuvent être des pistes de sortie? Quelles peuvent être des pistes de solution? Et est-ce que dans la situation critique dans laquelle le Mali se trouve aujourd'hui, même si on peut comprendre la volonté de la CEDEAO de faire comprendre aussi aux différents États qu'il y a des moyens appropriés pour accéder au pouvoir, et même si le Mali est dans un contexte, encore une fois, particulier et dans une situation particulière avec un certain nombre de choses qui se sont agrégées et qui se sont mises ensemble, comment arriver pour que demain ou dans les jours à venir, on puisse au moins partiellement, voire définitivement, lever ces sanctions et puis qu'on puisse retrouver ce vivre ensemble là? Alors, donc, c'est une question très importante. En 2012, donc, lorsqu'il y a eu le coup d'État, la CEDEAO a pris des sanctions, et des sanctions qu'elle a levées, je crois, une semaine ou en tout cas quelques jours plus tard. Donc, la tradition de la CEDEAO, c'est de prendre des sanctions. Mais c'est des sanctions qui ne vont pas durer très longtemps. Surtout qu'aujourd'hui, les militaires ont montré la voie. Donc, il s'agit d'une transition civile qu'ils vont mettre en place. Et dès que les modalités de cette transition seront définies, la CEDEAO va revoir sa copie, va réexaminer sa position. Maintenant, en attendant, donc, les Maliens doivent, comme je l'ai dit, s'unir autour, en tout cas, de l'armée, parce qu'aujourd'hui, c'est l'armée qui a pris le pouvoir. Et il est important d'accompagner cette armée. Donc le coup d'État est en soi condamnable, mais on est dans une situation où il faut proposer des solutions de sortie de crise. Donc il faut accompagner l'armée dans la mise en place d'une transition, d'une transition qui permettra en tout cas de confier, de confier la gestion du pays, en tout cas des civils. Alors bon, la question aujourd'hui discutée, est-ce que ce serait une transition civile ou militaire? Bon, je pense qu'ils ont dit que ça allait être une transition civile ou militaire. Mais forcément, le comité devra avoir un regard
sur la marche des choses et normalement, ça devrait être un processus collégial et consensuel. Tout à fait. Maintenant, peut-être une citation hein, ou une maxime qui vous marque aujourd'hui ou qui vous a déjà marqué, et puis un vœu pour le Mali et pour les Maliens, et nous allons peut-être conclure sur ça. Merci. Donc, juste pour revenir sur la transition, alors il y a quelques jours, le porte-parole du CNSP a fait une déclaration sur France 24 où il est dit que la transition sera dirigée par un militaire ou un civil. Donc aujourd'hui encore, je crois qu'il y a la question n'est pas encore définitivement tranchée, mais en tout cas, espérons que la transition soit dirigée par une personne disposant des compétences nécessaires. Voilà. Alors donc, une citation, je vais reprendre le président Modibo Keïta, parce que durant les moments difficiles, les grands hommes constituent une référence, une source d'inspiration. Et cette citation est aujourd'hui largement relayée sur les réseaux sociaux. Et le président Modibo Keïta dit « L'on devrait savoir que le peuple du Mali, toutes les fois qu'il est décidé à atteindre un objectif, bouscule en travers de sa voie tous les obstacles et va même plus loin que l'objectif fixé. » Donc le Mali est une grande nation, nous sommes un grand peuple, et un peuple qui a connu des difficultés, mais qui a toujours réussi à s'en sortir, tout en gardant bien évidemment la dignité. D'accord. Et quel vœu vous ferez pour les Maliens? Alors, un vœu pour le Mali et pour le Mali. Donc c'est le retour de la paix, le retour de la paix, de la cohésion sociale, qui sont des conditions préalables à tout développement. D'accord. Merci, Maître Boubou Keïta. Merci encore pour ces échanges qui furent très instructifs. Merci. En tout cas, je l'espère pour nos téléspectateurs. Donc nous nous redonnons rendez-vous dimanche prochain à la même heure et donc sur la même chaîne. Merci de nous avoir suivis et à bientôt.